Ce qui considère comme terre labourable pendant tout l'Ancien Régime, ce sont des sols limoneux, profonds et bien drainés, parce que l'outillage est en bois, les chevaux ne sont pas plus gros que des mulets, ça veut dire que leur force de traction est limitée, et donc un bon sol pendant tout l'Ancien Régime, il n'en manque pas ici autour de l'Auvergne-Neuve, mais dès qu'on va sur des sols trop compacts, trop humides, trop caillouteux, on abandonne, ça devient des incultes. Vous verrez combien ça va jouer, évidemment, dans la modification de l'agrosystème. Deuxième condition pour produire des céréales chaque année, maintenir la fertilité de ces sols, c'est-à-dire les amender. Et l'amendement qui va être utilisé jusqu'à l'avènement de la révolution industrielle et les premiers engrais de synthèse produits par l'industrie chimique, c'est le fumier. Et donc, on voit un système où on va combiner en permanence culture et élevage qui sont indissociables, avec alors deux systèmes d'élevage qui sont tout à fait singuliers, dont un nous a laissé aussi une expression que les adolescents pratiquent à l'envie, glander. Et glander, vous voyez ce que ça veut dire. Ça veut dire conduire ces porcs sous les chaînes, leur faire manger des glands, et c'est vrai que ça prend un certain temps. Donc, deux techniques d'élevage. Le parcours des communs, voilà, nous y sommes. Nous avons enfin identifié des communs. Et la veine pâture. La veine pâture, c'est une pratique collective. Et donc, on va voir effectivement que l'essentiel des communs sont en réalité connectés aux pratiques d'élevage. Commençons par le parcours des communs. Qu'est-ce que c'est que le parcours des communs? Il consiste pour les collectivités paysannes à aller conduire leurs troupeaux sous la gouverne d'un berger communal. C'est un usage collectif, c'est-à-dire que tous les habitants du village ont le droit de mettre leurs animaux dans le troupeau commun, même s'ils ne sont pas propriétaires des terres sur lesquelles le troupeau va aller paître. Et ce troupeau va soit dans les bois, soit dans les landes. Alors, il y a une restriction dans les bois. Ne peuvent aller dans les bois que des animaux qui ne broutent pas les ligneux. Si vous avez quelques connaissances sur l'élevage, sont donc exclus des bois, les chèvres et les moutons, qui eux sont cantonnés dans les landes, photo d'introduction que l'on a vu sur les environnements de l'abbaye de Florez. On a alors des preuves botaniques, effectivement, de cet élevage en forêt. C'est que, par exemple, l'if que vous voyez dans la photo, dans le coin inférieur droit de l'écran, qui est une espèce indigène chez nous, n'existe plus dans nos forêts. Pourquoi? Parce que la baie d'if est mortelle pour les ruminants. Chaque année, il y a des accidents, avec notamment des chevaux de loisirs, parce qu'un riverain a oublié, au moment où il a taillé ses haies d'if, d'évacuer les baies d'if. Un ruminant qui broute deux baies d'if, il est raide mort. Et donc, les bergers, au cours du temps, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont coupé tous les ifs qu'ils rencontraient dans leur parcours dans les forêts. Donc, il y a effectivement des témoins botaniques. Autre témoignage, les forestiers nous disent encore aujourd'hui, il y a une surreprésentation des chênes dans la hêtraie chaînée wallonne, parce que le berger, quand il coupe l'if, il replante le gland, qui va générer un chêne et de nouveaux glands pour les générations futures. La fonction de ce parcours des communs, c'est quoi? C'est de prélever la matière organique. On va remettre ça dans le contexte de l'agrosystème tout à l'heure. Autre technique moins connue, mais qui a des impacts territoriaux extrêmement importants, c'est ce qu'on appelle la veine pâture, ou, si vous voulez, la pâture des vides. L'adjectif vin en français signifie vide. Ça veut donc dire que le même troupeau, sous la gouverne du même berger, va être introduit sur les champs qui ne portent pas de récolte, à savoir les champs qui ont été récoltés, mais aussi ceux qui sont au repos, ceux qui sont en jachère. Mais cette pratique va également s'exercer sur les prés de fauche, les prairies dans lesquelles on va aller récolter du foin. Et donc, vous connaissez peut-être l'expression le pré de la Saint-Jean. La Saint-Jean, c'est le 24 juin. Le 24 juin, on doit avoir fini le premier foin. On ouvre alors à ce moment-là l'ensemble des prés de fauche, quel qu'en soit le propriétaire, au troupeau commun, qui va évidemment brouter l'herbe et empêcher le regain, c'est-à-dire la deuxième coupe de foin en automne. Ce sera l'objet de conflits de plus en plus intenses pendant tout le XVIIIe, où les propriétaires
de troupeaux importants, c'est-à-dire les censiers tels qu'on les rencontre ici dans la région de Gembloux, Louvain-la-Neuve, vont sans arrêt essayer de réfréner ces usages collectifs pour se prémunir d'un manque de foin pendant l'hivernage et arriver à faire la deuxième coupe de foin. On va voir combien c'est l'évolution des techniques d'élevage qui va avoir un impact sur ces communes. Deux groupes de photos. D'un côté, vous avez à gauche, après la moisson, on ouvre effectivement les champs à l'ensemble du troupeau. Ici, photo ancienne prise pendant l'entre-deux-guerres sur la commune de Viron-Inval. On voit le berger ici avec des moutons et des chèvres. Et de l'autre côté, on voit très très bien, par exemple, après du Pont-Saint-Lambert à Ressources-moi, l'introduction de la herde, c'est-à-dire le troupeau communal, sur les prés de Fauges après la feneuse. Qu'est-ce qui permet d'introduire le troupeau dans les champs vides? C'est justement le fameux système d'assolement triennal. Pour maintenir la fertilité des champs, non seulement il faut les amender, mais on ne peut pas tous les cultiver chaque année. Donc, on a une division de l'ensemble des champs en 3 groupes territoriaux, 3 sols, d'où le terme assolement, et on va faire une rotation sur 3 ans. La céréale la plus productive, c'est celle qui est semée en octobre, qui est récoltée en juillet, c'est la céréale d'hiver, c'est celle qui va fournir le grain pour l'alimentation. Le deuxième tiers est laissé au repos en jachère, et donc vous avez vite compris qu'on peut y introduire le troupeau pendant cette période de jachère, et l'avantage d'introduire le troupeau, c'est qu'on refertilise le champ avec les déjections des animaux. Et enfin, la troisième sol est cultivée en céréales de printemps, dans marsage, vous entendez mars. C'est essentiellement de l'avoine qu'on va cultiver, qui est le carburant des chevaux, qui vont tirer les charrues, qui vont tirer les chariots. Ça veut donc dire que dans ce système d'assolement triennal, vous voyez que chaque année, un tiers des terres sont vides, et on va donc pouvoir effectivement y faire circuler le troupeau quand il revient des bois, quand il revient des landes, et qu'il se redirige vers le village. Cette technique d'élevage, c'est elle qui est responsable de nos fameux paysages d'open field. Le paysage d'open field qu'on connaît bien ici au sud de Louvain-la-Neuve, avec ces grandes étendues de champs dans lesquelles la vue n'est limitée par rien, c'est en réalité une conséquence de cet élevage, puisque on devait garantir le libre parcours du troupeau collectif, et donc les propriétaires avaient l'interdiction d'enclore leurs champs. Et donc, contrairement à une idée qui est largement répandue encore aujourd'hui dans les campagnes, dans nos paysages, il n'y a pas de haies. Les seules haies que vous en avez des vestiges ici autour de nous, le long des chemins, ce sont des haies qui encadrent les chemins pour éviter que le bétail qui est en transit entre le village et un bois ou une lande vienne s'égayer dans les terres de culture. Autour des terres de culture, rien, aucun obstacle, libre parcours du bétail. Ce qui fait que, effectivement, quand on va chercher un échantillon de la carte de Faris, on se rend compte que les terres d'élevage sur lesquelles s'exercent ces pratiques collectives, qui parfois appartiennent à la collectivité, mais le plus souvent sont des terres sur lesquelles la collectivité a des droits, sont multiples. Puisqu'on va y retrouver, bien entendu, tout ce qui est bois et landes, c'est-à-dire les fameux incultes dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi, chose assez étonnante, des parcelles privées qui sont gérées par des laboureurs, mais dans un usage collectif où le troupeau commun a le droit de venir parcourir ces parcelles privées. On a alors toute une toponymie qui est héritée, effectivement, de ces usages collectifs ou de la vocation que l'on a donnée, effectivement, à ces terres. Vous avez tous les toponymes en bruyère, et commun, commune, commogne, les auges, les aises, et vous retrouvez dans la toponymie de certains villages, vous avez près de Namur, un village qui s'appelle Aisemont, donc on a fondé un village, effectivement. Et puis vous avez toute la toponymie qui vient du vieux néerlandais Drich, et qui a été francisé, et qui a donné Trieux, Trich, Trix, Wichet, Warrechet, etc., etc.
avec les deux orateurs suivants en aparté, je s'est rencontré tout à l'heure, j'évoquais notamment le lieu où nous sommes, qui s'appelle Vieux-Sarre. Sarre, zone et Sarté, ça veut dire que nous sommes dans une ancienne terre commune, à tout le moins un bois, qui à un moment va être défriché pour être intégré dans l'agrosystème paysan. On va l'évoquer tout de suite. Ces incultes ont un rôle essentiel dans l'équilibre de l'agrosystème paysan. Voilà ici un graphique qui vous montre en 1810, donc nous sommes toujours pendant la période traditionnelle, période française. Regardez la part que les incultes représentent dans l'utilisation des terres à Crupé, petit village du Condro, sur la commune d'Assès aujourd'hui. Vous constatez que les incultes et les bois occupent plus des 2/3 de l'espace utilisé. Ça veut dire que pour pouvoir exploiter 1/3 de terres labourables, on a besoin de 2/3 d'incultes. Si on réfléchit en termes d'usage collectif des terres, on se rend compte que toutes les terres sont soumises à un usage collectif à un moment ou l'autre de l'année. Seuls les jardins, l'héritage du fameux mens médiéval, c'est-à-dire les parcelles qui ont été données aux chefs de famille pour y créer sa maison, y créer son potager, souvent son petit pré-verger, parcelles qu'il va pouvoir transmettre à ses descendants, elles ne sont pas soumises effectivement à ces usages collectifs. J'en reviens aux fameuses haies dont on a parlé tout à l'heure. Où sont les haies dans nos paysages du Brabant? À l'intérieur des villages, où là, on va préserver effectivement l'enclos familial des usages collectifs, mais pas à l'extérieur, où là, on est dans une gestion collective de l'ensemble des terres. Essayons de comprendre alors le rôle de ces incultes dans l'équilibre de l'agrosystème. Voilà une reconstitution qu'on a réalisée pour la Maison du patrimoine médiéval Mozan de ce que devait être un village du Condro autour du XIIe siècle. Village relativement modeste comme tous les nôtres, une centaine d'habitants, 20-25 feux, 4 habitants par feu. Et autour de chacun de ces villages, on va retrouver la trilogie identique des terroirs avec des champs, vous connaissez évidemment leur importance aujourd'hui, des prés de fauche. Quelle est la fonction des prés de fauche? C'est évidemment que si on fait de l'élevage dans les bois et dans les landes, on ne peut le faire que quand la saison végétative bat son plein. Et donc le problème de ces éleveurs, c'est de maintenir la taille du troupeau pendant l'hivernage. Donc il faut faire des réserves, et ces réserves, comment va-t-on les faire? En allant faucher du foin dans les prairies humides de fond de vallée et en stockant ce foin dans des feuilles. Ça veut dire que le système fonctionne de la manière suivante. Tous les jours, et c'est une innovation agronomique par rapport à l'Antiquité, par rapport à la période romaine, par rapport à la période carolingienne, qui faisait aussi de l'élevage extensif dans les bois, tous les jours, depuis l'époque carolingienne, le troupeau part sous la gouverne du berger, dans les bois, dans les landes, dans la veine pâture, et rentre le soir à l'étable. Pendant qu'il est en train de brouter dans les bois, le berger dit au troupeau « mangez, 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 retenez-vous, on rentre à l'étable ». L'avantage, ce sont des ruminants avec un système digestif relativement lent, et donc on assiste à un prélèvement de matière organique dans un espace naturel où cette matière organique se génère naturellement, et on le transfère via le déplacement du troupeau dans les étables où il devient du fumier. Ce fumier, on va ensuite évidemment le répandre dans les champs au moment des labours, et vous comprenez alors l'équilibre indispensable qu'on doit avoir entre surface d'inculte, taille du troupeau, superficie cultivée, et bien sûr qualité des sols de ces superficies cultivées. Plus les sols sont fertiles, moins on a besoin de ruminants, moins on a besoin de bois. Regardez la dimension de nos anciennes communes. Une ancienne commune, ici au sud de Louvain-la-Neuve, fait 1000 hectares. Vous allez en Ardennes et vous retrouvez des communes qui ont 4000, 5000 hectares. L'indice pour vous, la distance entre les villages. Ici, dans le Brabant, vous faites 3 km entre deux villages.
vous allez en Ardennes, vous faites 8-9 km entre les villages. C'est lié évidemment au potentiel agronomique, agropédologique, je dirais, des différentes régions dans lesquelles cet agrosystème s'est développé. Le fumier est répandu sur les champs, les céréales sont ramenées au moment de la moisson dans le village, et juste avant la moisson, le foin est remonté des prés de Fauges, prairies humides, de fond de vallée dans le village. C'est d'ailleurs le fonctionnement de cet agrosystème, conjugué à la mobilité traditionnelle de transport par chariot, qui explique la position de nos villages. Qu'est-ce qu'on transporte par chariot dans cet agrosystème? Le fumier, les céréales, le foin. Sachant que céréales et fumier sont répandus sur les champs qui sont sur la partie haute des versants, que le foin vient des fonds de vallée où sont les prairies humides, où mettez-vous votre village? À la charnière entre les deux, tous nos villages sont en pente, ils sont tous sur le versant d'une vallée. Bien entendu, si ce versant est bien exposé, on choisira l'exposition sud. S'il n'y a pas d'exposition sud, on acceptera de vivre au nord. C'est ce qui explique d'ailleurs des enchaînements de villages, comme par exemple en Famenne au contact de l'Ardenne, où vous avez là toute une série de villages qui sont tous en exposition nord, parce que l'impératif, c'est d'être à la charnière entre les terres à foin et les terres à champs. À ces usages liés à l'élevage se conjuguent deux autres usages qui vont avoir un impact extrêmement important sur la forêt, entre autres. Vous avez donc le fameux droit de pacage que je viens d'évoquer, et s'associe à lui le droit d'affouage, qui vient du latin ad focus, vers le foyer, donc le droit d'aller couper du bois dans les taillis pour alimenter son foyer, et un autre droit qu'on a complètement oublié, qui est le droit de maisonnage, c'est-à-dire le droit d'aller faire couper des grands arbres pour construire sa maison quand un nouveau ménage s'installe dans le village. Sachant que, jusqu'en 1750, toutes nos maisons rurales sont en bois, en terre, couvertes de chaume, couvertes de roseaux, et donc on en revient aussi à un droit d'usage, qui était la possibilité d'aller couper des roseaux dans les roselières, dans des zones marécageuses. L'exercice de ces trois droits durant tout le Moyen-Âge va augmenter la pression sur ces espaces incultes. Et ces deux cartes sont là pour attester évidemment de cette pression. Regardez la réduction du couvert forestier entre le XIe et le XIIIe siècle. Ça veut dire que c'est seulement à partir de ce moment-là qu'on va commencer à parler effectivement de biens communs ou de biens privés, et que l'on va commencer à réglementer les usages. Et donc, pour les historiens, on commence à trouver toute une série de documents d'archives qui peuvent être exploités. Cette pression sur la forêt va s'intensifier pendant le XVIIIe siècle, puisque nous sommes là dans une phase pré-industrielle, où notamment la métallurgie, qui fonctionne essentiellement avec du charbon de bois pendant l'époque, va exercer une pression énorme sur la forêt. Je vous ai fait une petite synthèse ici de la consommation d'un fourneau. On va juste aller retenir la dernière ligne. Un fourneau qui produit 500 tonnes de fonte par an. Je vous rappelle que le dernier fourneau wallon en produisait 500 000 tonnes de fonte par an. Donc c'est rien du tout. Consomme 1600 tonnes de charbon de bois, soit 20 000 stères de bois, doit donc pouvoir exploiter 4400 hectares de forêt. Où se localise cette pré-métallurgie en Wallonie? Essentiellement dans l'Entre-Sambre-et-Meuse, dans le sud namurois et en Ardennes, là où les grands massifs forestiers permettent évidemment ces ponctions qui sont de plus en plus sévères. Ces ponctions répétées, associées aux pratiques que j'ai évoquées tout à l'heure, vont engendrer une pénurie de bois, et je prends ici simplement l'exemple des charpentes. Les plus belles charpentes que nous admirons en termes de patrimoine d'aujourd'hui sont celles du XVIIe et du XVIIIe, c'est-à-dire les charpentes où les charpentiers ont dû faire preuve de créativité pour arriver à faire les mêmes portées avec des bois plus courts et plus petits. Une charpente du XIIe, il n'y a rien de plus banal. Vous avez besoin d'une portée de 14 mètres, vous allez faire couper un chêne de 14 mètres de haut et vous faites une poutre de 60 sur 60.
Regardez les charpentes du XVIIe, tout le travail de charpenterie qui s'inspire d'ailleurs de la construction navale, qui était nécessaire pour faire les mêmes portées dans une forêt qui est en pleine dégradation. Pour vous donner un ordre de grandeur, aujourd'hui on coupe un chêne qui a 200 ans, au Moyen-Âge on coupe un chêne qui a 200-220 ans, au XVIIIe on coupe un chêne qui a 80 ans. Ça veut dire que les paysages forestiers du XVIIIe ne sont pas ceux que nous connaissons aujourd'hui, et vous allez voir comment on va arriver, évidemment, aux paysages que nous connaissons. Tout l'habitat ancien, ben, on le voit, était un habitat, effectivement, à pan de pont. Les changements vont s'opérer à la fois dans le domaine forestier et dans le domaine de l'élevage. Premier grand changement, c'est une mutation agronomique, pourrait-on dire, l'abandon de la jachère dans le système de la sementerie. On découvre, grâce au progrès scientifique du XVIIIe, qu'en cultivant la troisième sol avec des légumineuses, non seulement on restaure la fertilité du sol, mais on obtient plus de fourrage. Ça veut dire que simplement cette innovation-là va mettre un frein à la pâture, puisque cette fois les 3 sols sont occupés pendant toute l'année, donc on ne peut plus introduire le troupeau sur la jachère, mais en même temps, on se rend compte qu'en produisant artificiellement, entre guillemets, l'alimentation du bétail, on fait mieux qu'en faisant de l'élevage extensif dans les communs. C'est le commencement de la fin. Autre élément très très important, bien sûr, dans la foulée de ces progrès agricoles du XVIIIe siècle, la croissance démographique démarre. Et durant le XIXe, on fait x3 pour l'ensemble des villages. Ça veut dire que la pression va augmenter. Si la population est multipliée par 3, la production agricole doit être multipliée par 3. Comment augmenter alors une production agricole alors que les rendements, eux, restent stables? On est toujours autour des 15 sacs de 100 kg de grains à l'hectare pendant cette période-là. La seule manière de faire, c'est d'augmenter les surfaces cultivées. Et des surfaces, il n'en manque pas. Le jeune gouvernement belge, en 1847, le gouvernement français fera la même chose en 1860, vote une loi de mise en valeur des communaux, la fameuse loi de 1847. Vous voyez tout de suite l'impact de cette loi, à la fois sur le couvert forestier et sur les incultes. À partir de 1846, vous voyez que les forêts arrivent à leur étiage, c'est la couverture forestière la plus petite que nous allons connaître dans l'histoire de nos forêts, et c'est aussi la chute vertigineuse des incultes. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien, on va pouvoir se lancer dans une nouvelle campagne de défrichement dont les témoins visuels sont ces grandes taches noires que vous voyez parfois dans les champs, surtout au sud du Sillon-Sambre-et-Meuse. C'est des endroits où on a encore fait du charbon de bois au moment où on a défriché, avec l'installation de nouvelles fermes, et on voit effectivement des grosses fermes isolées qui viennent s'installer, souvent investissement d'ailleurs urbain. Ce sont des bourgeois de la ville qui viennent racheter des terrains parfois saisis pendant la Révolution française et qui vont déclencher ces grands défrichements au tournant du milieu du XIXe siècle. Voilà un exemple qui vous montre l'impact de ces défrichements ici dans la région d'Oé. La carte de Ferraris, la même zone sur la carte du dépôt de la guerre, levée en 1870, vous voyez que les bois ont complètement fondu, tout a été mis en culture. Cette pression, effectivement, sur les communs va engendrer des paysages qui sont tout à fait différents de ceux qu'on connaît aujourd'hui. Voilà un panorama de Vresse-sur-Semois qui est pris au début du XXe siècle. Tout est mis en culture. Il faut dire qu'on a la main-d'œuvre, évidemment, pour le faire. Et surtout, changement technique. L'industrie a produit cette fois de l'outillage entièrement métallique et la médecine vétérinaire a fabriqué le cheval de trait. Ça veut dire que ce qui était inculte pendant tout l'Ancien Régime devient potentiellement cultivable. Autre élément décisif, on a de la chaux en abondance. Le chemin de fer et le petit chemin de fer, le vicinal, sont là pour disséminer cette chaux partout où on a besoin pour désacidifier les sols qu'on ne parvenait pas à cultiver. L'espace cultivé, c'est tout. On voit alors très très bien, effectivement, le passage d'un système à l'autre. Je reprends la fameuse ancienne commune de Cloupet. Regardez l'extension des cultures et par contre la réduction drastique du couvert forestier et la disparition pratiquement des incultes.
Le phénomène va continuer à s'accentuer, et c'est vrai que cette loi de 1847, elle sonne le glas de l'usage collectif des terres. À partir du moment où, effectivement, on se rend compte que, sur le plan agronomique et sur le plan de l'élevage, on fait mieux en produisant soi-même la nourriture pour l'élevage, mais fatalement, on diminue l'usage des incultes, en tout cas en tant que terre d'élevage. Après 1920, après la guerre de 14, essentiellement, on va voir le développement de la prairie artificielle. Je n'ai pas le temps de vous expliquer pourquoi elle se développe à ce moment-là, mais en tout cas, elle va se soustraire complètement à... Elle va faire qu'on va complètement terminer les techniques d'élevage. Les héritages, alors, sont surtout des héritages forestiers de ces pratiques collectives. Et donc, on voit, et on est juste aujourd'hui au moment d'un basculement dans les politiques forestières, on voit l'impact, évidemment, de tous ces usages sur la forêt, avec un couvert forestier qui, en 1895, est pratiquement 20% moins étendu que ce qu'il n'est aujourd'hui. Et toute la politique forestière, depuis la fin du 19e jusque, je dirais, l'an 2000, a été de restaurer la forêt. Et restaurer la forêt, c'est-à-dire produire de la matière première pour l'industrie, et particulièrement pour les charbonnages, ce qui explique évidemment l'impact des plantations de résineux qui ont été essentiellement dédiées au boisement des galeries de mines dans les mines wallonnes. Aujourd'hui, je terminerai par là, qu'est-ce qui reste finalement de ces espaces collectifs? Il nous reste des réserves naturelles, mais si on réfléchit bien à ce que c'est qu'une réserve naturelle, c'est souvent un espace ouvert, alors que si on laissait la nature faire, qu'est-ce qu'on aurait comme type d'espace naturel chez nous? La forêt. Regardez, vous laissez un terrain à bâtir, non bâti pendant 25 ans, quand vous le retrouvez 25 ans après, les arbres ont tout envahi. Et donc, en réalité, toutes ces pratiques collectives, elles ont participé à l'extension de la biodiversité de nos campagnes. C'est grâce aux techniques d'élevage, grâce à l'essartage, grâce à la modification des couverts forestiers qu'on a cette panoplie d'espaces de biodiversité qu'on souhaite conserver absolument aujourd'hui. Mais pour les conserver, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut reproduire artificiellement les pratiques collectives anciennes, et les amis de la nature se transforment régulièrement en troupeaux de moutons, en troupeaux de chèvres, pour éradiquer les aubépines par-ci, les prunelliers par-là, qui sont en train d'envahir des pelouses calcaires ou autres. Tout ça, évidemment, aujourd'hui, sont des espaces collectifs sur lesquels, en principe, l'ensemble de la communauté pourrait exercer ses droits, mais ces droits sont fortement encadrés. Rappelez-vous la deuxième idée que je vais vous montrer. Je vous remercie.